Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine et tes minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos des explorations fonctionnelles respiratoires. Et voici la feuille de route. On va essayer de déterminer comment on établit le diagnostic par les explorations. Ensuite, on fait une étude statique des volumes. On fait une étude dynamique des débits. Puis, on fait une étude de la diffusion alvéolo-capillaire de l'oxyde de carbone. Et puis, la courbe débit-volume. On termine la présentation par des questions, par des multiples choix sur les explorations fonctionnelles respiratoires. Alors, en pneumologie, la pathologie se distingue en deux chapitres essentiels, les maladies obstructives et les maladies restrictives. Alors, les explorations fonctionnelles permettent de faire la part des deux, de savoir ce qui est obstructif de ce qui est restrictif. Alors, les explorations permettent aussi de connaître les conditions dans lesquelles, cliniquement, est-ce qu'un traitement est faisable ou pas. Un cancer du poumon, par exemple, il est opérable, mais pour voir si le malade peut supporter l'opération, on fait des explorations. Si les tests sont au-dessous de 50%, ça veut dire que le malade n'est pas opérable malgré l'indication clinique. Les tests permettent aussi d'évaluer les traitements et d'évaluer l'efficacité des médicaments. Alors, nous allons commencer par les mesures statiques. Alors, comme leur nom l'indique, les mesures statiques sont des mesures qui n'utilisent pas la fonction du temps, donc elles ne sont pas dynamiques, il n'y a pas de mouvement d'air, c'est des volumes figés. On mesure un volume soit qu'il est normal, soit qu'il est augmenté, soit qu'il est diminué. Alors, l'intérêt des mesures statiques, c'est de déterminer les syndromes restrictifs. Les syndromes restrictifs, on a besoin uniquement des mesures statiques. Alors, il existe une pléthore de paramètres, de volumes, de capacités, d'indices. On se perd dans cette pléthore de paramètres. En fait, dans la réalité, on n'a besoin que de trois paramètres pour comprendre ces explorations. Le premier, c'est la capacité totale pulmonaire. Le deuxième, c'est la capacité vitale. Le troisième, c'est le volume résiduel. C'est tout. Trois paramètres permettent d'étudier et d'avoir une idée pour établir si le syndrome statique il est restrictif ou pas. Alors, on va voir chaque paramètre N à 1 et voir comment on le fait. Alors, la capacité totale du poumon, elle se mesure quand on inspire, quand on demande au patient d'inspirer le maximum qu'il peut inspirer. Alors, la mesure de la courbe permet d'établir ce volume. Et puis, on lui demande d'expirer le maximum, et quand il expire le maximum, on mesure la capacité vitale. Alors, la différence entre les deux, c'est le volume résiduel, c'est tout. Alors, voici une respiration normale. Alors, si on demande au malade d'inspirer le maximum, il se retrouve à ce niveau de la courbe et cela mesure la capacité totale du poumon, c'est-à-dire cette hauteur-là, et c'est ce qu'on voit dans le diagramme jaune. Le ballon est complètement golfé, on a inspiré au maximum, on est à la capacité pulmonaire totale. Si on demande au malade maintenant d'expirer, alors il va rejeter d'une manière forcée tout l'air qui possède à l'intérieur de ce poumon. Alors cet air expiré, quand il est mesuré, il mesure le volume, la capacité vitale. Alors cette capacité vitale, on se retrouve dans cette situation-ci. Et la différence entre le volume total et la capacité vitale, c'est le volume résiduel, c'est-à-dire le volume qui reste, qui persiste à l'intérieur des voies, après l'expiration. Alors, voici des volumes complètement remplis, le maximum.
Maintenant, on a tout évacué, et bien ce petit résidu qui reste à l'intérieur des branches s'appelle le volume résiduel. Inspiration maximum, capacité totale du volume, volume de la capacité totale pulmonaire. Expiration maximum, c'est la capacité vitale. La différence entre les deux, c'est les volumes résiduels. Alors, on exprime les résultats en pourcentage par rapport à quoi? Par rapport à la population normale. Alors, au-dessus de 80%, on considère que c'est normal, et au-dessous, c'est anormal. Alors maintenant, les tests dynamiques. Alors, quand on étudie les conditions dynamiques, quand on étudie les tests dynamiques, ils font appel au débit. Et chaque fois qu'on parle débit, eh bien, il y a la notion de temps. Ça veut dire qu'il y a un mouvement d'air par rapport à une unité de temps. Alors, cette mesure dynamique, elle permet de déterminer les syndromes obstructifs. Donc, dynamique obstructive, statique, restrictive. Alors, dans les conditions dynamiques, il existe un paramètre essentiel, fondamental, qui permet de mesurer le débit d'air, les mouvements de l'air. Et bien, ce paramètre s'appelle le coefficient de Tifno. Ce coefficient de Tifno, c'est le VEMS, volume maximum seconde, volume expiratoire maximum à 1 seconde sur la capacité vitale. Alors, ce coefficient de Tifno, normalement, il est de 0,8, 0,80. S'il est abaissé, il y a une obstruction. En fait, dans les mesures obstructives, dans les mesures dynamiques obstructives, il existe en réalité deux paramètres. Le premier, on vient de le dire, c'est le VMS sur CV. Et s'il est diminué, ça veut dire qu'il y a obstruction. Mais il y a dans certaines conditions, il y a le volume de débit expiré à 25 et à 75%. Alors ces chiffres de 25 et à 75%, leur intérêt, c'est de déterminer une maladie ou un syndrome obstructif dans ses débuts. Alors, quand le syndrome est à ses débuts, il n'est pas franc dans la première mesure, et bien on utilise la mesure de 25-75%. Alors 25-75%, pourquoi? Pour déterminer cette pente de la courbe. Alors voici une courbe normale, voici une courbe d'obstruction et voici une courbe de restriction. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre les trois? Alors tout de suite entre obstructif et normal, on voit la différence. Le DEP, le VEMS, le volume d'expiration maximum seconde, il est abaissé dans l'obstruction. Le volume courant est abaissé dans l'obstruction, alors qu'ils sont normaux. Mais le rapport, il est de 40%, alors que quand il est normal, le rapport, il est 80%. Donc, obstructif au-dessous de 80%, ici, il est de 40 dans cet exemple, ça veut dire qu'il y a obstruction. Mais dans les restrictifs, il est de 80%. Pourquoi il est de 80% alors que les paramètres sont aussi abaissés? Eh bien, il est de 80% parce que l'abaissement des deux paramètres dans les maladies restrictives, elle se fait de manière proportionnelle. Les deux paramètres ont baissé de la même manière, de telle sorte que le rapport, il est le même. Alors, 80%, c'est normal. Restrictif, c'est aussi 80%, c'est normal. Au-dessus de 80%, c'est obstructif. En résumé, les maladies restrictives, c'est statique. Le volume total respiratoire, le volume total, la capacité totale du poumon, elle est baissée, le volume résiduel est baissé, le volume courant, la capacité vitale est baissée. Donc voilà ce qui est pour restrictif. Pour ce qui est obstructif, eh bien, FEV1 over FVC, il est bas. If 25%, 75%, il est aussi bas. Les deux paramètres sont abaissés. Le Tifno est abaissé, le VMS sur CV est abaissé. Eh bien,
il est obstructif. Alors, tout ce qui est au-dessous de 80% est considéré comme bas. La DLCO, c'est la diffusion de l'oxyde de carbone à travers l'alvéole. Alors, voilà les deux chapitres de la pneumologie. Donc, ici, c'est un exemple d'emphysème. L'alvéole est dilatée. Ici, c'est un exemple d'atteinte interstitielle. Il y a une fibrose. Alors, dans les deux, il y a la diffusion alvéolo-capillaire, elle est affectée, elle est détériorée dans les deux cas, mais comment faire la différence entre les deux? Alors, dans le syndrome obstructif, si le VEMS sur CV est bas, donc c'est obstructif, et si la diffusion de l'oxyde de carbone est aussi basse, eh bien, il s'agit d'emphysème. Par contre, si la diffusion de l'oxyde de carbone est normale, il peut s'agir soit de l'asthme, soit d'une bronchite chronique. Maintenant, pour différencier entre asthme et bronchite chronique, on donne un bronchodilatateur. Si le malade répond au bronchodilatateur, ça veut dire que c'est un asthme. S'il ne répond pas au bronchodilatateur, ça veut dire que c'est une bronchite chronique. Voyons ce qui se passe pour le syndrome restrictif. Donc, on a dit que le TIFNO est normal, il est de 80% aussi, comme un sujet normal. Mais si la diffusion de l'oxyde de carbone est basse, il s'agit d'une atteinte interstitielle. Si la diffusion de l'oxyde de carbone est normale, il peut s'agir soit d'une scoliosifose, soit d'une obésité morbide, d'une myasthénie, d'un Guillain-Barré ou d'un Lambert-Eaton. Obésité, scoliose, Guillain-Barré, Lambert-Eaton et le myasthénie. Voilà pour ce qui est de la diffusion de l'oxyde de carbone. Il existe aussi un test qu'on appelle le test à la métacholine ou le test à la carbamylcholine, ça dépend. Alors, il faut savoir que la définition de l'asthme, c'est une bronchoconstriction, mais par définition, elle est réversible. C'est-à-dire que, en dehors des crises, le patient asthmatique ne présente rien. Donc, si on établit des mesures fonctionnelles respiratoires chez un asthmatique en période en dehors de la crise, on va trouver absolument, on va le trouver, tous les paramètres seront normaux. Alors, comment savoir qu'il s'agit d'un asthme? Alors, pour savoir qu'il s'agit d'un asthme, il y a un test. Il y a une substance qu'on appelle la métacholine. Alors, cette métacholine, elle est bronchoconstrictrice. Alors, chez n'importe quel individu qui aspire cette métacholine, il va répondre par une toux, par un petit spasme. Mais l'asthmatique, lui, il va répondre par une crise franche. Ça permet de différencier un asthme authentique de la population normale. Et la chute du débit est au-dessous de 20%. Alors, on aborde la courbe des débits volumes. Alors, en exploration fonctionnelle respiratoire, le zéro, il est ici. Donc, la capacité totale du poumon, elle est là. Donc, elle est de 5. Ici, on est à 0. Ici, on est à 1. Alors, cette partie-là, c'est le volume résiduel. Donc, ici, nous sommes dans les volumes. Ici, c'est les débits, l'expiration et l'inspiration. Alors, l'inspiration, on la voit en vert, et l'inspiration, on la voit en rouge, et l'expiration, on la voit en vert. Alors, quand on établit la courbe, eh bien, on a trois modèles différents. On a le modèle vert, on a le modèle rouge, et on a le modèle gris. Alors, le modèle vert, c'est le modèle normal. Donc, voici l'aspect de la courbe normale. Quand il s'agit d'obstruction, eh bien, la courbe est déplacée à droite. La capacité totale, elle dépasse, regardez sur le plan obstruction, la capacité totale, elle est déplacée à droite. Cette partie-là, c'est la partie de déplacement. Le volume résiduel, il est aussi augmenté par rapport au zéro qui est ici.
Voyons maintenant ce qui est de la partie grise. La partie grise, c'est le restrictif. Alors, le restrictif, qu'est-ce qui se passe? Si on considère que la courbe normale, c'est le vert, eh bien, la courbe grise, elle est déplacée à gauche. Donc, en matière de restriction, la capacité totale, elle est abaissée et le volume résiduel est aussi abaissé. Donc, avec un déplacement du paramètre vers la gauche. Donc, normal vert au milieu, à droite, c'est obstructif, à gauche, c'est restrictif. Alors, dans le modèle obstructif, en réalité, il existe trois types de modèles obstructifs. Il y a le modèle obstructif tel qu'on le connaît, mais qu'est-ce qui se passe si c'est une sténose bronchique ou un corps étranger? Alors, si c'est une sténose bronchique ou un corps étranger, on a cet aspect de la courbe. Par contre, si c'est une paralysie de corde vocale, on a cet aspect de la courbe. Alors, quelle est la différence entre ici et là? C'est que dans la paralysie vocale, le bas de la courbe, il est normal. C'est uniquement le haut qui est anormal. Alors, pour fixer les idées, on va faire des tests. Alors, ici, vous êtes en présence d'un premier patient. Alors, ce premier patient, il a les chiffres suivants. Capacité totale du poumon, 87%. Volume résiduel, 120%. Capacité vitale, 90%. VMS sur CV, 80%. Et les mesures FIV, 25%, 75%, il est 50%. Alors, ce patient-là, il a une diffusion de l'oxyde de carbone qui est de 90%. Alors, le problème, c'est d'établir le diagnostic. Le patient 1B, lui, il a une diffusion de l'oxyde de carbone de 40%. Alors, je vous laisse 1 minute ou 2 minutes pour réfléchir un peu sur les paramètres. Ensuite, on va aborder la solution. Alors, le patient 1, donc, capacité totale 87%, volume résiduel, il est de 120%, ça veut dire qu'il est augmenté. Capacité vitale 90%, il est normal. Le rapport FVA sur FVC, il est de 80%, il est normal. Mais, alors, tout de suite, quand on voit ces paramètres-là, on se dit, bon, cette personne-là, elle est du type obstructif. Et quand on voit ce rapport de 25-75% qui est de 50% qui est diminué, on se dit non seulement il est obstructif, mais il est obstructif à ses débuts. C'est un processus qui est à ses débuts. Avec ces paramètres-là, si la DLCO est de 90%, donc elle est normale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette obstruction elle ne peut être que asthme ou bronchite chronique. Alors, s'il s'agit d'un asthme ou d'une bronchite chronique, qu'est-ce qu'on fait? On donne un bronchodilatateur. S'il est réversible, c'est de l'asthme. S'il n'est pas réversible, c'est la bronchite chronique. Maintenant, voyons le deuxième cas. Le deuxième cas, ça veut dire que le syndrome, il est obstructif, mais la DLCO, cette fois-ci, elle est de 40% et il est abaissé. Alors, s'il est abaissé, il s'agit donc d'un syndrome obstructif plus une DLCO abaissée, plus division du carbone d'oxyde de carbone qui est abaissé, eh bien, il s'agit d'un emphysème. Alors, le deuxième patient, la capacité totale pulmonaire 55%, le volume résiduel 50%, la capacité vitale de 50%, FV1 over FVC 90%, 25, 75, 90%. Et la DLCO,
il y a deux cas. Il y a un premier cas où il est de 90%, il y a un deuxième où il est de 40%. Alors, je vous donne 1 ou 2 minutes pour réfléchir dessus et puis on va étudier le cas. Alors, chez ce deuxième patient, donc la capacité totale est diminuée, le volume résiduel est diminué, la capacité vitale est diminuée. On est en présence de quoi? D'un syndrome restrictif. Tous les volumes statiques sont diminués, donc c'est un syndrome restrictif. Donc, plus, nous avons FVN sur FVC, c'est-à-dire que le TIFNO, il est de 90%, il est normal. Donc, et le 25 et 75%, donc on est en présence d'un syndrome restrictif. Alors, si on est en présence d'un syndrome restrictif avec une diffusion de l'oxyde de carbone qui est aussi normale, alors statique volume, donc syndrome restrictif plus une DLCO normale, il s'agit d'atteinte extrapulmonaire. Alors, dans l'atteinte extrapulmonaire, les cas les plus fréquents, c'est la kyphoscoliose, l'obésité et les maladies neuromusculaires. Alors, les maladies neuromusculaires, on les a déjà vues, le syndrome de Guillain-Barré, la myasthénie et le syndrome de Lambert-Eaton. Voilà pour le premier cas. Maintenant, voyons pour le deuxième cas, un syndrome restrictif chez un patient qui a une diffusion du carbone qui est abaissée. Alors, restrictif plus oxyde de carbone abaissé, il s'agit d'une atteinte pulmonaire idiopathique, d'une fibrose pulmonaire idiopathique ou d'une pneumoconiose, silicose, asbestose. Alors, les prototypes de spiromètres, il y a ce qu'on appelle le Lilly pneumotac, il y a le turbine stator rotor, il y a le pilot tube, il y a hotwire anémomètre, avec l'ancêtre bien sûr qui est le water spiroscope. Alors, hot water anémomètre, il y a une mesure électronique de la résistance de la température à travers une file, donc un conducteur, et quand la température elle chute, elle permet de déterminer au cours de l'inspiration et de l'expiration. Alors, mesure statique, 3 volumes, la capacité pulmonaire totale, maximum d'air inspiré, la capacité vitale, maximum d'air expiré, la différence, volume résiduel. Mesure dynamique permet de déterminer le syndrome obstructif. La pente de la courbe à 25 à 75 permet de rattraper les maladies dans leur début. Obstructif plus diffusion du carbone diminuée, emphysème. Obstructif plus diffusion du carbone normal, soit un asthme ou une bronchite chronique. Donnez un bronchodilatateur pour savoir les deux. Restrictif plus diffusion du carbone diminué, maladie pulmonaire interstitielle. Restrictif plus diffusion du carbone normal, soit il s'agit d'une atteinte extrapulmonaire, kyphoscoliose, obésité, myasthénie, Lambert-Eaton et Guillain-Barré. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure le cas de la diffusion du carbone qui est élevé, parce qu'on a vu les cas où la diffusion du carbone elle est abaissée, le cas de la diffusion du carbone elle est normale, mais qu'est-ce qu'il s'agit de si la diffusion du carbone est abaissée? Alors, si la diffusion du carbone est abaissée, il peut s'agir d'un syndrome alvéolaire. Alors, dans le syndrome alvéolaire, papillon pour le pus, Wegener, poumon et sinusite, goutte pasture pour le rein et le poumon. Cours débit-volume, alors le syndrome obstructif, maximum de la capacité totale au-delà de la normale. S'il y a un corps étranger, on a ce modèle. Si on a une paralysie de corde vocale, on a ce deuxième modèle.
Alors, dans la paralysée de la corde vocale, c'est la même chose que dans l'obstructif fixé. Dans l'obstructif fixé, la différence, c'est que la moitié de la courbe, elle est normale. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous supporter la chaîne par vos likes, par votre adhésion si vous n'êtes pas encore adhéré? Et vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.